Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Cet épisode est la suite de la première partie que j'avais enregistrée précédemment par rapport à mon séjour au Cambodge et notamment à Nakupenda. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter tout de suite. Alors la dernière fois, on en était resté au fait que j'étais partie ensuite de la ferme après mes 2 premiers mois de visa au Laos et ensuite en Thaïlande et que j'avais décidé de retourner à Nakupenda pour y rester plus longtemps. À mon retour, ça a été très différent. J'ai été déjà super excitée forcément de retrouver la ferme, de retrouver Signa, Morocco. Il y avait plus Singhi et Denis, puisqu'ils étaient rentrés en Belgique, comme je l'avais dit. De retrouver aussi toute la famille, en fait, les parents, les animaux, etc. J'étais juste super heureuse, en fait, de retrouver cet environnement qui m'avait tant plu la première fois. Et en plus de ça, ça avait beaucoup changé, puisque quand j'étais partie, c'était la fin de la saison sèche, donc c'était très sec. On avait par exemple une sorte de petit étang, et il était quasiment vide. Vraiment, il devait rester peut-être 1 ou 2 mètres dans le fond, alors qu'en général, il y a peut-être 6-8 mètres de profondeur. Donc moi, je l'avais toujours connu comme ça. Et quand je suis revenue, en fait, l'espèce d'étang était plein à ras-bord. Au niveau du sol, en fait, j'étais là. L'eau, elle monte jusque-là. J'étais même pas au courant, d'accord. Les herbes avaient poussé de façon dingue. Ça faisait des fois... c'était plus haut que moi. Ça faisait vraiment de la jungle. Partout. C'était luxuriant. C'était... waouh, incroyable. La différence, en fait, entre la saison sèche et la saison des pluies. Rien à voir. Franchement, le terrain avait complètement changé. Même les animaux, on avait 2 petites chiennes quand je suis partie. Et donc quand je suis revenue 2 mois plus tard, elles avaient tellement grandi. Ça m'a fait trop plaisir aussi de les retrouver, de voir comment elles avaient changé. C'était un super moment, hein, de bonnes retrouvailles. Mon retour s'est fait en douceur. Quand je suis partie au mois de mai, il y avait, comme je l'avais dit, une dizaine de volontaires en fait. Vraiment, la maison était remplie. Voilà, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'activités, la famille, etc. Et en fait, quand je suis revenue fin juillet ou en août, il y avait que Signa et une autre volontaire. Et donc vraiment, l'ambiance était complètement différente. La ferme avait cessé son activité en quelque sorte pendant 2 semaines, le temps de faire un peu des vacances aussi pour Signa et pour la famille. Et il y avait juste eu une volontaire qui était arrivée. Et l'idée, c'était que ensuite, à partir de mon retour, que moi je reprenne aussi les choses en main et que on commence à nouveau à accueillir des volontaires. Donc il y avait déjà des arrivées qui étaient prévues, mais voilà, on avait laissé quand même un certain temps. Je crois que j'avais quelques jours après mon retour avant que d'autres volontaires reviennent. Donc ça m'a permis aussi voilà, de me remettre dans le bain de façon assez douce, de retrouver aussi voilà, les habitudes de la ferme, le rythme, tout ça quoi. Donc c'était chouette. Donc à partir de ce moment-là, mon rôle, ça a vraiment été d'être coordinatrice de projet. C'est-à-dire que je faisais un peu l'intermédiaire entre la famille et les volontaires. La famille voilà, était vraiment en charge en fait des décisions, de la vision du projet, finalement de ce qu'ils voulaient créer avec Nakupenda. Et moi, je les aidais finalement à concrétiser cette vision et à gérer les choses au quotidien avec les volontaires. Donc j'avais par exemple commencé, avant même de partir, à organiser les réunions qu'on faisait chaque soir pour faire un peu le point de la journée et parler des activités qui auraient lieu le lendemain pour voilà, définir les équipes, demander qui est intéressé pour faire quoi, etc. Donc j'avais commencé à animer ces réunions-là. J'avais fait le site aussi, comme je l'avais dit. J'avais commencé aussi à répondre aux demandes de volontariat, puisque la ferme était inscrite sur 2 sites et avait donc la page Facebook. Donc on recevait en fait des demandes de volontariat de 3 plateformes différentes. Et voilà, il fallait du coup répondre à tous ces gens-là, sélectionner les profils, organiser par rapport au planning pour qu'il n'y ait pas non plus 50 personnes en même temps. Faut aussi que ce soit gérable au quotidien. Donc voilà, pas mal en fait de choses qu'on ne voit pas forcément quand on est simple volontaire ou quand on est extérieur au projet, mais quand on est dedans, c'est des choses qui prennent du temps, qui sont nécessaires pour que tout roule correctement. Donc voilà, à mon retour, j'ai repris ça. Donc dans un premier temps, voilà, on n'a pas eu beaucoup de volontaires. Je pense d'une part parce que c'était aussi la saison des pluies et donc c'est moins touristique, donc on avait moins de demandes, mais on avait peut-être 6 ou 8 volontaires en même temps. C'était pas mal parce que il y en avait quand même moins qu'avant que je parte, comme je dis, ce qui faisait que c'était quand même un peu plus facile à organiser, surtout que du coup maintenant on n'était plus que 2. Avant il y avait aussi Singhi et Denis, donc ça fait que finalement on était 4 voire 5 même avec l'autre volontaire manager, et là de se retrouver à 2, si on devait gérer le même nombre de personnes c'était compliqué quand même. Donc on s'est dit on va y aller doucement, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, on a pris un certain nombre de volontaires pour commencer. Ça s'est super bien passé, il y avait vraiment une super ambiance.
d'avance. J'ai découvert aussi du coup la saison des pluies et ce que ça donne réellement. Donc par exemple, on a failli être inondé quelques fois. La façon dont le terrain a été fait, en fait, c'était une sorte de pente parce qu'il y avait une montagne pas loin. Donc en fait, quand on est sur le terrain, on se rendait pas compte que c'était en pente, mais quand il pleut, en fait, il y a vraiment toute l'eau qui arrive en direction de la maison, ce qui a fait que comme ça n'était pas évacué, en fait, la maison était un peu surélevée, mais il devait y avoir quoi, une trentaine de centimètres, quelque chose comme ça, une petite marche. Et c'est arrivé plusieurs fois que on doit y aller avec des seaux et des pioches pour essayer de creuser des évacuations tout autour de la maison, parce que le niveau d'eau, en fait, commençait réellement à monter dangereusement. Alors, pas d'inquiétude quand même, parce que la maison était surélevée en plus de ça. Donc, on va dire ce rez-de-chaussée, c'était voilà une dalle, mais c'était principalement un niveau ouvert. Il y avait que la cuisine et puis quelques pièces, mais dans laquelle c'était principalement du stockage de matériel, les toilettes, voilà. Il n'y avait pas grand-chose en fait au rez-de-chaussée. Les chambres étaient à l'étage. C'est comme ça que les maisons cambodgiennes sont construites. D'une part pour éviter justement ce type de cas, les inondations, pour éviter aussi les animaux sauvages. Il y a par exemple les serpents, les scorpions, tous les animaux voilà qui peuvent potentiellement rentrer dans la maison. Au moins quand on habite à l'étage, ça limite leur facilité d'accès. Et puis surtout aussi pour créer de l'ombre, puisque comme il fait très très chaud, c'est important voilà d'avoir un espace où on est au moins à l'abri du soleil. Et d'ailleurs ce type d'habitation ça m'a beaucoup plu parce que ça permet d'être tout le temps finalement ouvert sur l'extérieur. Évidemment ça se prête totalement à ce climat-là, hein. Nous on pourrait pas faire ça. Donc voilà, on avait failli être inondés. Puis il y a eu un retournement de situation. À la ferme on essayait d'appliquer les techniques de permaculture, mais personne n'y était réellement formé. Et au début du projet, tout au début même, avant même que voilà il y ait les vagues de volontaires qui arrivent, les créateurs du projet et des connaissances à eux avaient décidé de collaborer et donc ils avaient fait venir justement ces gens-là sur place, etc. Ils leur avaient payé le billet, ils leur avaient payé leur séjour ici. Et c'était des personnes qui s'y connaissaient en fait, qui étaient formées justement à la permaculture et sur qui ils comptaient vraiment pour les aider à voilà implémenter les bases et leur apprendre les grandes lignes finalement de cette technique-là. Au final, ça s'est pas du tout passé comme ils l'espéraient. Ils ont été très déçus de cette expérience-là. Signan avait parlé de cette expérience à un volontaire pendant l'été, pendant que j'étais pas là. Et ce volontaire-là est ensuite allé en Thaïlande suivre lui-même un cours de permaculture. Et sur place, en fait, il a raconté en fait voilà l'histoire de Nakupenda, etc. Et bref, ça a mené à ce que le centre où lui était en train d'apprendre la permaculture a demandé à contacter Signa et les propriétaires de Nakupenda pour leur proposer de suivre gratuitement un cours de permaculture chez eux. Donc évidemment, la famille a été très surprise par cette nouvelle-là et a pesé voilà, le pour et le contre d'aller faire le déplacement jusqu'en Thaïlande pour suivre ce cours-là, de voir aussi par rapport à Signa, est-ce que ça l'intéressait, elle, de se former à cette technique-là. La grosse question aussi, c'était, oui, mais si Signa s'en va, ça veut dire que Julie va être toute seule à la ferme. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on la laisse toute seule vraiment? Qui est-ce qu'on peut trouver pour remplacer Signa? Enfin voilà, ça a mené vraiment de longues discussions. Puis finalement, le centre a aussi étendu son offre en disant, d'ailleurs même s'il y a une autre Cambodgienne qui veut venir se former, eh bien venez à deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Denis et Singhi se sont dit, mais oui, il faut profiter de ce cadeau-là, c'est pas donné à tout le monde et ça peut permettre voilà, d'ouvrir des possibilités peut-être à des amis qu'ils ont ou à des personnes du village, puisque le gérant du centre de permaculture en Thaïlande avait vraiment insisté voilà, pour que ce soit des Cambodgiennes en fait, ou des Cambodgiens d'ailleurs, peu importe, mais des locaux et pas des Européens évidemment qui profitent de ça. Voilà, ils savaient très bien que le niveau de vie au Cambodge est plus bas qu'en Europe, donc les Européens en général ou même les étrangers d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent des États-Unis ou d'Australie, d'Allemagne, enfin voilà. En général, tous ces voyageurs-là peuvent se permettre de payer en fait les formations de permaculture. C'est d'ailleurs beaucoup moins cher déjà qu'en Europe, mais pour voilà, des locaux, ça reste quand même assez inaccessible. Donc le fait qu'ils le proposent gratuitement, ils l'ont vraiment vu comme une opportunité à saisir et malgré tous les questionnements qu'il y avait en parallèle,
on est tous tombés d'accord sur le fait que oui, il fallait en profiter. On pouvait pas passer à côté de ça. Moi, j'ai pas arrêté de leur dire oui, vous inquiétez pas, même si je reste toute seule, il y a pas de souci. Je pense pouvoir gérer. Il suffira juste de réduire le nombre de volontaires et ça ira quoi. Donc finalement, ce qui a été décidé, c'est que Signia y aille et aussi que Singhi prenne un avion depuis la Belgique pour venir en Thaïlande. Ils se sont dit bah oui, après tout, même s'il faut payer l'aller-retour en avion pour venir, ça reste quand même une opportunité intéressante et ce serait le moyen aussi pour Singhi de revenir au Cambodge, de venir passer un petit moment avec nous à la ferme avant de rentrer en Belgique. Et même si Denis aurait bien aimé revenir également, fallait bien que lui continue à travailler, puisque c'était la raison pour laquelle ils étaient rentrés en Belgique, c'était pour pouvoir financer le projet. Et donc voilà, lui dans son travail, il pouvait pas s'absenter plus que il l'avait déjà fait. Donc je crois que voilà, en 1 ou 2 semaines, j'ai réalisé que j'avais quelques semaines pour me préparer au fait de tout gérer toute seule. Au début, Singhi et Denis étaient très inquiets par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'autres Cambodgiens avec moi dans le projet qui parlent anglais, parce qu'ils s'étaient dit que si jamais il y avait un souci, ça allait être compliqué pour moi de discuter avec la famille. Le reste de la famille en fait ne parle pas du tout anglais et moi je parlais pas khmer, donc ils s'étaient simplement dit comment est-ce que ça pourrait se passer en cas de souci quoi. Alors ils ont essayé, voilà, ils ont contacté pas mal de leurs amis et tout ça, savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir, mais finalement personne n'était disponible. Tout le monde travaille aussi, tout le monde a ses autres projets et tout compte fait, j'ai été toute seule et ça s'est très bien passé. Il y a donc Signia qui est partie fin août et jusqu'à fin décembre, j'ai géré tout toute seule avec évidemment l'aide aussi de la famille sur place, mais pour gérer le quotidien, on va dire avec les volontaires, j'étais seule maître à bord et au début ça a été quand même assez angoissant parce que je me mettais beaucoup de pression, je voulais pas qu'il y ait de soucis ou que les volontaires viennent et aient une mauvaise expérience aussi. J'avais peur de ça en fait. Les gens font en général du volontariat pour s'immerger dans la culture locale et moi je me suis mise à leur place et je me suis dit zut, si à la base ils avaient postulé en espérant venir passer un moment avec la famille et au final ils se retrouvent avec une Française, c'est un peu bof quoi. Certes tout l'environnement est là, mais au quotidien il n'y a pas beaucoup d'interaction puisque encore une fois, comme la famille ne parlait pas anglais, on n'avait pas énormément d'interaction entre les volontaires et la famille. C'est quelque chose sur lequel on a d'ailleurs travaillé au fil des mois et on a trouvé quelques moyens, mais dans un premier temps il y avait vraiment une séparation. Il y avait juste de temps en temps les volontaires qui allaient aider par exemple la mère à faire des activités jardinage et le père de Signia et Singhi qui venait faire tout ce qui était un peu réparation de plomberie, d'électricité, notamment aussi gérer la pompe pour l'eau. Il y avait que lui qui savait comment la démarrer. Donc moi dès que j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai contacté les volontaires qui étaient déjà prévus au planning et je leur ai dit très honnêtement que suite à un événement de dernière minute, Signia ne serait pas là et que donc si ça les dérangeait de se retrouver qu'avec moi, qu'ils pouvaient tout à fait changer d'avis et annuler leur venue. Mais de ce que je me souviens, je crois que personne n'a annulé. Les gens ont tous été super contents pour Signia, surtout qu'il y a eu cette opportunité-là. Et donc ils se sont dit, tant pis, je la rencontrerai pas cette fois-ci, mais venir faire cette expérience à la ferme, ça m'intéresse quand même. Et puis j'ai déjà tout prévu, mon visa et tout ça, donc voilà. Après par exemple pour la gestion des courses, j'avais déjà eu l'habitude de le faire avec Signia avant de partir au Laos. Certes, je savais pas très bien parler khmer, qui fait que pour négocier les prix ou autre, ou poser des questions sur le marché, ça allait être un peu compliqué. Mais bon, je me suis dit que j'allais bien réussir à me débrouiller d'une façon ou d'une autre. J'avais déjà de toute façon repéré où est-ce qu'on allait prendre les légumes, où est-ce qu'on allait prendre la sauce soja, où est-ce qu'on allait prendre le café. J'avais repéré les vendeurs, donc et puis eux du coup me connaissaient aussi déjà. J'avais l'habitude d'aller en ville avec le scooter. Il y a eu que quelques petits ajustements, par exemple pour réussir à commander le tuk-tuk. C'était un conducteur qui parlait pas très très bien anglais qu'on commandait pour les volontaires. Donc il a juste fallu au début que j'apprenne comment lui dire combien de personnes il y allait avoir et puis à quelle heure. Bon, l'heure du coup était en général assez fixe. On avait quasiment le même rendez-vous tous les lundis au même endroit et donc au moins il était déjà habitué par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au début, les fois où j'ai essayé de faire la conversation avec lui, ça a été assez folklorique. Il a pas du tout compris ce que j'ai essayé de lui dire. Mais bon, on a réussi à se comprendre. Sur le marché, c'est pareil. J'ai pris aussi mes aises et j'ai aussi appris justement les nombres, comment on dit sauce soja, comment on dit riz, comment on dit tout ça en fait.
Ça a été l'occasion pour moi d'étendre mon vocabulaire. À la base, je connaissais que quelques expressions très très simples. Du coup, ça a été une belle occasion d'apprendre pour moi. Pareil pour la famille d'ailleurs, hein, même juste pour aller demander au père de pomper l'eau quand on n'avait plus d'eau dans les robinets. Les premières fois, c'était beaucoup de mimes en fait. Ça, de toute manière, c'est international. Si jamais vous allez dans un pays où vous n'arrivez pas à communiquer avec le langage, en général, les gestes, on finit toujours par se faire comprendre. En tout cas, cette expérience avec très peu de volontaires, ça m'a aussi beaucoup plu. J'ai vu une énorme différence en fait entre quand on était, 14 ou 16 dans la maison et là où on était peut-être des fois 4 ou juste 6. Parce qu'évidemment, dès que j'ai appris que j'allais être toute seule à gérer pendant 1 mois, j'ai aussi adapté les demandes de volontariat qu'il allait avoir en conséquence. Donc j'ai radicalement réduit le nombre et l'ambiance en fait a été totalement différente, l'expérience a été différente, le contact a été différent. Et pour moi, j'ai préféré cette ambiance-là en fait. J'ai trouvé que ça me permettait mieux de me connecter à chaque personne. Je me sentais vraiment comme une petite famille en fait. Certes, il y avait cette ambiance familiale malgré tout quand on était plus nombreux, mais je sais pas, dans les conversations, on allait plus en profondeur et on passait vraiment tout notre temps ensemble finalement. Et puis, comme on était peu nombreux, toutes les tâches étaient faites quasiment ensemble. Tout le monde se donnait des coups de main pour faire les différentes tâches en fait. Il y a évidemment des avantages aussi au plus grand groupe. Il y a plus d'énergie, il y a plus d'activités, de jeux, de choses comme ça en général. Il y a plus aussi de profils variés, donc c'est aussi intéressant, c'est une dynamique très différente. Au niveau du travail, ça permet d'avancer vachement plus vite aussi, parce que évidemment, quand il y a 10 personnes, on peut mettre, 3 personnes là-dessus, 4 personnes là-dessus, 2 personnes là-dessus. Alors que quand on est que 4, s'il y a une personne déjà qui est, par exemple, assignée aux tâches de maintien de la maison, ça reste que 3 personnes, donc en gros, une seule activité, quoi, à la place de peut-être 3 ou 4. Mais malgré tout, moi, je suis plus du style, avancer doucement, mais faire les choses bien et ensemble, et passer un bon moment, et vraiment se connecter les uns aux autres. Je trouvais qu'on était quand même un peu plus soudés. Voilà, c'est l'expérience que j'ai eue en tout cas. Parce que ce que j'ai remarqué quand il y a des plus grands groupes, c'est que finalement ça se scinde en plus petits groupes. Il y a toujours un peu des personnes qui se regroupent d'un côté ou d'un autre. On est tous ensemble pendant les moments de vie communs comme les repas, mais le reste du temps, j'avais remarqué quand même que ça faisait des petits groupes et moi je sais pas, je trouvais ça un peu dommage. Et puis même du fait du nombre, pareil, comme je disais, en fait ça permet de moins bien se connecter, quoi. Pour passer du temps individuellement avec les personnes, c'était plus compliqué et avoir des discussions profondes en groupe, en général, ça arrive assez rarement. Il y a souvent une ou deux personnalités qui prennent le dessus et les autres en fait restent un petit peu dans leur bulle. Alors que quand on est dans un plus petit groupe, en général, chacun a l'espace tout simplement de s'exprimer et moi personnellement, c'est mon environnement préféré en fait. Retour aussi à la ferme, ça a été l'occasion pour moi de mettre en place certaines choses qui me tenaient à cœur, notamment un cercle de parole. Tous les samedis, on organisait un feu de camp et on partageait. Donc le cercle de parole, c'est un espace sécurisé en fait, où chacun est vraiment libre de s'exprimer. C'est un espace de confiance où on essaye d'avoir le moins de jugement possible et d'être vraiment à l'écoute les uns des autres. Et la règle, notamment, une des règles, c'est que seule la personne qui a le bâton de parole peut parler. Et ça permet pas mal de choses en fait. Enfin, de toute façon, ça, je vous en parlerai sûrement une autre fois parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce merveilleux cercle de parole. Mais c'était quelque chose que je trouvais qui pourrait vraiment donner un plus au projet et qui, moi, m'intéressait personnellement aussi d'expérimenter et d'animer. Donc j'ai mis ça en place et j'ai été très heureuse de ce que ça a donné en fait. Au fil des mois, il y a eu vraiment plein de volontaires différents et chacun a réagi de façon différente à ça. Il y en a qui étaient vraiment enjoués par l'idée et qui se lâchaient pendant le cercle, qui se confiaient vraiment, qui jouaient vraiment le jeu, qui ouvraient leur cœur en fait. Et à ce moment-là, moi je me disais waouh, mais c'est tellement puissant en fait d'avoir créé ça et d'avoir permis à ces personnes-là de se livrer à ce point-là. Et pour l'ensemble du groupe en fait, ça permet vraiment de se connecter à un autre niveau.
Et il y a d'autres personnes qui étaient quand même plus réticentes et qui avaient plus tendance à juste raconter vite fait ce qu'ils ressentaient sur le moment, mais qui osaient pas trop non plus aller en profondeur. Mais après voilà, chacun aussi est différent par rapport à ça. En tout cas, l'avantage c'était que en général les volontaires restaient 2 semaines et que souvent il y avait une grande différence quand même entre leur premier cercle de parole la première semaine et la deuxième semaine, puisque évidemment quand on connaît plus les gens avec qui on est, aussi on peut plus se livrer. Donc même si la première semaine certains étaient réticents, en général la deuxième semaine ils ouvraient plus les vannes et là c'était magique en fait. Après voilà, il y a eu le retour de Signa et de Singhi en même temps, qui est donc venu avec son bébé Diego, qui avait beaucoup grandi du coup en 3 mois que je l'avais pas vu. Et là ça a été 1 mois je crois, ou 2, je sais plus combien de temps elle est restée Singhi. Non, elle a dû rester 2 mois je crois. Ça a été une période, je sais même pas quel mot utiliser pour définir ça. À la fois très émotive, intense, et en même temps d'avoir ce girl power où on était vraiment les 3 femmes à gérer, c'était juste dingue. Évidemment, à leur retour, on a essayé d'implémenter un maximum tout ce qu'elles avaient appris pendant leur formation de permaculture. On a démarré aussi pas mal de nouveaux projets. Profiter en fait du fait que Singhi était là avec nous pour prendre des grandes décisions aussi et agir directement. Donc par exemple, on a décidé de commencer la construction d'une 3e maison en terre, sachant que aussi on allait être 3 à gérer. J'ai augmenté à nouveau le nombre de volontaires, même si au début j'ai essayé de leur dire oui, mais vous savez, du coup, comme j'avais eu justement cette expérience avec moins de volontaires, je trouve que ça se passe mieux. Mais malgré tout, eux, ils avaient envie que les choses avancent et ce qui se comprend aussi. Donc j'ai essayé d'influencer à ma manière, mais c'est aussi eux qui décident. Et donc quand Singhi m'a dit allez, donne-nous des bras dès qu'on arrive, on a plein d'idées, on a plein de choses à faire. J'ai dit ok, j'adapte le planning en conséquence. Et donc on avait peut-être une dizaine de volontaires quand elles sont toutes les 2 revenues, ce qui a permis de redonner aussi un coup de fouet au projet, de relancer pas mal de choses, mais avec justement toutes ces choses-là qui sont passées d'un seul coup, il y a eu aussi du moins bon. On a vécu des moments aussi extrêmement difficiles pendant cette période-là. Le fait qu'il y ait beaucoup de volontaires justement et qu'on soit toutes préoccupées par différentes choses, ça a fait qu'on a moins été présente pour les volontaires et donc on a eu des retours un peu négatifs. Il y a eu un groupe de volontaires, franchement, ça a été abominable. Ça s'est vraiment pas bien passé. Au quotidien, c'était lourd à les tirer. Il fallait tout le temps les tirer, les motiver pour faire des trucs. Ils faisaient les choses à moitié. Ils étaient pas investis. On les voyait à peine sourire, en fait. On avait tout le temps l'impression de les saouler. Moi, mon rôle, c'était un peu aussi de jouer la méchante. Donc, j'aimais pas vraiment le faire, mais j'avais pas trop le choix, en fait. Ça faisait aussi partie de mes responsabilités. Puisque Signa était pas du tout à l'aise avec le fait de demander des choses aux gens ou de un peu les commander, on va dire. Donc dès qu'il fallait par exemple demander aux gens de payer le tuk-tuk ou leur faire une remarque sur quelque chose qui n'a pas été fait ou mal fait ou je ne sais quoi, et bien en fait c'était à moi de gérer ça. Signa venait me dire est-ce que tu peux leur dire ça et puis après c'était moi qui faisais de la méchante. Mais bon, j'ai endossé ce rôle-là et en fait ça me dérangeait pas quand c'est une fois de temps en temps juste remettre les choses au clair, discuter un petit peu, mais là c'était vraiment, j'avais l'impression que je faisais que ça et ça me plaisait pas en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi j'avais envie de partager aussi des bonnes choses et qu'on travaille vraiment ensemble, et là j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps à les emmerder en fait, à leur rabâcher comment les choses doivent être faites et ce qu'on attend d'eux. Donc voilà, ça a été fastidieux en fait. Il y a aussi eu pas mal de problèmes d'organisation où pour nous ça a été une chance énorme aussi d'apprendre et de nous améliorer. De toute façon, tous les coups durs finalement sont toujours des leçons cachées. Mais par exemple, il y a eu un événement où il y avait 2 volontaires en fait. Je sais pas ce qu'elles... J'ai eu vraiment un très mauvais contact, j'ai envie de dire, avec ces filles-là. À chaque fois que je leur disais quelque chose, elles levaient les yeux au ciel limite et en mode oui bon d'accord. Oh là là, qu'est-ce que ça pouvait m'agacer. Et donc même moi aussi dans mon rapport à eux, je me sentais pas aussi à l'aise, enfin bref, voilà. Et il y a eu un jour où elles sont venues en me disant ah Julie, on a une idée de projet, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et donc on en avait discuté avec Signa et Singhi et on trouvait ça intéressant. Et il y a un moment où elles sont venues me dire bon Julie, on a bien réfléchi, on a trouvé cette idée-là et tout, on peut faire ça comme ça. Et donc moi je leur ai donné le feu vert, j'ai dit ouais, ok c'est parti, allez-y. Et puis honnêtement c'était aussi un petit peu
pour m'en débarrasser parce que je savais pas quoi faire d'elle. Donc au moins je me suis dit bon, si y a un truc qui les motive, ben autant qu'elles fassent ça. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait elles ont détruit le travail qui avait été fait avant. Moi sans le savoir, elles m'ont demandé en fait si elles pouvaient le faire sur. On avait en fait une sorte d'escargot. Enfin c'était un espace voilà qu'on avait fait avec des briques en forme d'escargot dans laquelle on avait planté pas mal de choses. Et l'idée c'était d'améliorer ça, de le refaire et d'y faire pousser des herbes aromatiques. Donc moi je leur ai donné le feu vert pour faire ça là-dedans. Après comme je gérais aussi justement toutes les demandes, le site internet et tout ça, ben j'étais pas forcément tout le temps avec les volontaires. J'avais pas mal de travail à l'étage puisque en fait comme on habitait à la campagne, le seul endroit où on captait plutôt bien le data, c'était au 2e étage de la maison. Donc c'était là en fait où dès que j'avais besoin d'internet, dès que je devais travailler sur l'ordinateur, j'allais là-bas et donc je voyais pas direct ce qui se passait quoi pendant les activités. Et il y a un moment où je suis descendue, je sais plus, boire un coup ou juste voilà faire un tour, savoir comment tout allait. Et là j'ai vu que ils avaient détruit complètement l'escargot, alors que c'était pas du tout ce sur quoi on s'était mis d'accord. Et j'aurais dit mais vous avez fait quoi là? Ah mais c'est parce que on veut creuser machin et tout. Et j'aurais dit mais non. Mais en plus on l'avait rehaussé avec des sortes de plaques en tôle pour rajouter de la terre parce que justement la terre qu'il y avait dedans elle était pas de bonne qualité, donc on en avait rajouté de bonne qualité par dessus pour essayer voilà d'ajouter des nutriments dans la terre et espérer que ça pousse mieux. Et elles avaient enlevé les tôles et elles étaient en train d'enlever la terre qu'on avait rajoutée en fait peut-être 1 ou 2 semaines avant quoi. Et donc j'ai dit mais non mais pourquoi vous faites ça? Et alors là ça a été grosse incompréhension et tout et je leur ai dit ok ouais bon ben de toute façon maintenant que vous avez tout détruit ben continuez hein, on n'est plus à ça près. Bon je leur ai pas dit ça comme ça mais voilà. Et en fait ben Signa et Singhi étaient sur autre chose et quand Signa a vu ce qu'elles avaient fait, elle est montée à l'étage me voir et elle s'est mise à pleurer en fait, elle était en colère. Elle était là mais Julie mais t'as vu ce qu'elles ont fait, elles ont tout détruit ce qu'on avait fait juste avant. Et là moi immédiatement je lui ai dit ah ben oui j'ai vu effectivement aussi que elles avaient tout détruit. Et en fait à ce moment là j'ai appris que non seulement quand ils avaient rajouté les tôles et la terre ben voilà ça avait pris du temps, mais que en plus de ça, et moi j'avais pas été au courant donc c'est ça aussi qu'on a appris derrière, c'est que ils avaient aussi planté de nouvelles choses. Et donc en fait eux quand ils ont enlevé la terre, ben en fait ils ont enlevé aussi toutes les graines qui venaient d'être plantées. Vraiment tout détruit finalement le travail qui avait été fait quoi. Et donc la Signa elle m'a dit mais oui on avait planté des choses dedans. Oh là là là, là je me suis mise à pleurer aussi et je lui ai dit oh je suis tellement désolée, pardon Signa, c'est moi qui leur ai dit oui, j'aurais pas dû et tout. Et je m'en suis voulu mais honnêtement je me sentais tellement mal et en plus de l'avoir pleuré devant moi, oh là là c'était horrible. Et donc ben cette journée là en fait ça avait vraiment été pour moi une journée noire. Il y a eu un moment d'ailleurs voilà après le soir plus tard dans la journée où j'ai vu que Signa et Singhi, elles étaient dans le jardin, et donc je suis allée les rejoindre. Et là, on a discuté en fait, et on s'est dit, ouais, il y a un problème là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas normal, ça devrait pas arriver. On n'est pas assez organisé en fait, il y a pas assez de communication. Comme moi, par exemple, je suis pas toujours là pour voir ce qui se fait. Si je suis pas au courant de ce qui a été fait, je peux pas aussi prendre les bonnes décisions derrière. Et puis en même temps, ben moi, à chaque fois que je dis quelque chose à des volontaires, faut pas que juste derrière, Signa dise le contraire ou Singhi disent autre chose. Faut qu'on ait un son de cloche aussi qui soit cohérent comme équipe en fait. Donc soit qu'on s'en concerte plus avant de donner une réponse aux volontaires, soit voilà, mais du coup on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on en discute, il y a un problème là. Honnêtement on s'est toutes mises à pleurer, on était fines toutes les trois dans le jardin à pleurer, mais ça a été voilà une grande leçon. Moi, personnellement, j'ai aussi décidé de parler aux volontaires. Je me suis dit là, j'aime pas comme ça se passe du tout. Là, l'ambiance, vraiment, elle est pas bien. Il faut qu'on en parle, quoi. Et donc, Signa et Singhi m'ont dit ouais, je suis d'accord. Il faut qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, quoi. Qu'ils nous disent clairement pourquoi ça se passe pas bien. Pourquoi est-ce qu'ils rechignent à travailler. Qu'est-ce qui va pas, quoi. Et donc, on a fait un peu une réunion de crise avec tout le monde. Et il y a certains volontaires, en fait, qui nous ont dit qu'ils s'attendaient à une ambiance plus familiale et que finalement, bah voilà, ils arrivent et se retrouvent dans une communauté avec 10, 12 autres étrangers. Il y en a qui nous ont dit qu'ils avaient l'impression d'être un peu au travail, que nous, on était un peu les patrons et qu'eux, c'était les employés. Qu'il y avait, voilà, cette séparation entre eux et nous, ce qui pouvait se comprendre puisque on était, voilà, assez occupés les unes les autres à gérer les différentes choses. Mais voilà, il y a eu différents retours qui ont été intéressants. Voilà, on a essayé de discuter, ceux qui
ont dit qu'ils s'attendaient à un cadre familial, on leur a dit effectivement, on va essayer d'améliorer la description du projet pour qu'elle reflète plus ce à quoi s'attendre quand on arrive à Nakupenda en fait. Et ils avaient pas tort, parce que comme je l'ai dit dans la première partie d'ailleurs, moi-même, c'est ce que j'avais compris la première fois que j'étais venue. Donc je me suis totalement identifiée à ce qu'ils ont dit et j'avais entre-temps mis à jour aussi l'annonce sur les sites de volontariat, mais c'est vrai que je me suis dit, ok, je vais essayer de la retravailler pour qu'elle reflète encore plus comment ça se passe et prévenir en fait qu'il y aura d'autres volontaires, que c'est plus une communauté et pas vraiment une expérience traditionnelle familiale. Donc avec ce groupe-là, ça a été assez difficile, ouais. Il y en a d'ailleurs qui ont décidé du coup de partir plus tôt que prévu. Bon ça de toute façon nous quand c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais quand ça arrivait, on retenait personne de toute façon. Certes nous des fois ça nous mettait un petit peu dans l'embarras parce que on avait prévu un certain nombre de volontaires en conséquence de ce qu'on voulait faire. Donc si d'un seul coup il nous manquait 2, 3, 4 personnes, eh bien ça changeait pas mal de choses au niveau du planning et des activités au jour le jour. Mais après si les gens se sentaient pas bien ou qu'ils tombaient malades, ou voilà, il y a eu plein de cas différents, valait mieux qu'ils partent. Et surtout ce groupe-là, il y a eu 2 volontaires qui sont arrivés sur la fin, quelques jours avant, et la semaine d'après, en fait, il y avait vraiment une nouvelle vague. C'était vraiment, quasiment un changement complet de groupe, et ça a été le jour et la nuit. Honnêtement, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ce groupe-là, ça a été un peu la galère. Le groupe d'après, ça a été l'opposé total. Ça s'est super bien passé. Il y a eu une énergie de dingue. Les gens se sont connectés. Ils se sont amusés. Ils ont passé des moments incroyables. On a eu des super retours. Et les 2 filles qui étaient là, du coup, qui étaient arrivées juste à la fin, avant que tout le reste du groupe parte, et donc qui ont assisté aussi un peu à la réunion de crise et tout ça, en fait, après, on a appris qu'elles avaient hésité à partir, en fait. Parce que quand elles ont entendu les retours des autres, et que d'ailleurs, il y a même, en discutant avec les autres, apparemment, les autres leur ont dit « Ah ouais, mais non, ça se passe vraiment pas bien. Moi, je me sens pas bien là. C'est pas du tout ce que j'attendais, etc. » Elles se sont dit « Mais oh là là, et moi, je vais rester 2 semaines là ?» Et donc après, elles nous ont avoué qu'elles ont eu très peur en fait, mais que heureusement, dès qu'il y a eu les nouveaux qui sont arrivés, l'autre groupe, elles ont aussi vu que ça avait complètement changé, que c'est pas du tout la même ambiance, que c'était des gens formidables, que ça se passait super bien. Et donc là, on a dit ouais, ok, on est passé proche de la catastrophe quand même. Ce groupe d'après, là, je crois que ça a été vraiment un des meilleurs groupes de tous ceux qu'on a eu. Meilleur, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, mais dans le sens où, comme j'ai dit, ils sont vraiment connectés les uns les autres. Quasiment tous les soirs, on jouait ensemble à des jeux, genre au loup-garou ou aux cartes. Ils faisaient pas mal aussi d'activités en ville. Par exemple, il y a eu l'anniversaire d'une des volontaires, donc on est tous allés en ville pour manger au restaurant et fêter son anniversaire. Voilà, il y a eu vraiment une bonne énergie. D'ailleurs, il y a certains membres du groupe qui se sont retrouvés dans d'autres pays après et ils nous ont envoyé des photos. C'était trop marrant. J'ai d'ailleurs même vu, il y a quelques semaines, des volontaires, en fait, ils se sont retrouvés même maintenant en France, pas loin d'un an plus tard, ouais. Et ça fait plaisir, de se dire que ces personnes-là se sont rencontrées à Nakupenda. Il y avait eu aussi des volontaires qui étaient vachement motivés pour faire une sorte de jeu. Et donc, on a décidé d'organiser une activité un peu exceptionnelle. D'habitude, on n'avait jamais fait ça encore. Et en fait, on a tourné une vidéo où on a fait une sorte de challenge entre 2 équipes. Donc on a scindé le groupe des volontaires en 2, et puis il y avait l'équipe des rouges, l'équipe des bleus, et puis ils devaient s'affronter sur différentes activités, des sortes de challenge, mais des activités de la ferme, par exemple désherber une section, qui est-ce qui désherbe le plus rapidement, ou bien ouvrir une noix de coco et verser le contenu dans un bol sans mettre à côté, des choses comme ça en fait. Il y a eu une course aussi où ils devaient aller chercher avec une brouette des pierres qui étaient à l'autre bout du terrain, parce que le camion qui était censé nous les amener, il a eu un souci en fait à l'entrée du terrain et il a tout renversé sur le bas-côté. Ce qui fait qu'en fait, les pierres étaient là-bas. Et sauf que nous, on avait besoin vers la maison. Donc il fallait aller les chercher là-bas, charger la brouette et puis revenir. Donc ils ont fait une sorte de relais. On a trouvé pas mal d'activités comme ça. Et c'était trop drôle. Et puis ils ont tout fait sur vidéo, des sortes de petites interviews aussi, de choses comme ça. C'était trop drôle. Le résultat, franchement, c'est un super souvenir. Et c'était une super ambiance. Moi, j'ai pas eu de bol. C'était le jour où je devais aller faire les courses. Et donc j'ai pas pu participer
participer aux activités. Mais j'ai un peu servi, on va dire, de juge. Moi, j'étais celle, du coup, à la caméra qui disait la prochaine activité, c'est ça, et qui, après l'activité, disait c'est tel groupe qui a gagné. Donc, j'ai pu quand même participer à la vidéo à ma façon. Mais voilà, pour vous donner un exemple de comment ça se passait avec ce groupe-là, en fait. Après, honnêtement, la plupart du temps, ça s'est super bien passé de toute façon. Les gens qui venaient étaient ouverts d'esprit et motivés. Voilà, ils étaient bienveillants, ils voulaient participer, ils voulaient donner. Ils étaient vraiment dans l'esprit du volontariat et donc il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Hein. Après, c'était juste une question voilà, d'organisation, de mettre certaines choses au clair au niveau, on va dire, des attentes ou des règles, par exemple par rapport aux horaires ou aux choses comme ça, quoi. Juste pour pas que ce soit le bazar, tout simplement. Moi, c'est ce que... Il y a eu un autre groupe aussi où c'était un peu la galère pour leur faire respecter les horaires, mais à un moment, je les ai tous assis un matin où j'en pouvais plus, en fait, et je leur ai dit, mais en fait, vous comprenez pas que si tout le monde respecte les horaires, c'est plus facile pour tout le monde. Parce que s'il y en a qui traînent, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui attendent. Et donc ça crée voilà, des problèmes sur le long terme. Puis après, même au niveau de l'organisation, moi, ça fait aussi que je dois sans cesse leur rappeler et leur dire. Et je leur ai dit, honnêtement, moi, c'est pas ce que... J'ai pas envie de passer ma journée à faire ça, en fait. Donc, juste, si vous êtes adulte et responsable, tout ira bien pour tout le monde. Mais souvent, en fait, j'ai remarqué que quand on avait un petit peu comme ça des situations problématiques, c'est qu'il y avait aussi un autre problème sous-jacent. Par exemple, dans ce cas-là, quand j'ai discuté avec eux, je leur ai dit « Ok, mais dites-moi s'il y a un problème... En fait, j'ai remarqué que c'était ça. Les gens disent pas forcément les choses. Et donc après, j'ai mis en place un espace, tout simplement, un créneau, dans lequel c'était dédié à ça, dédié au retour des volontaires pour améliorer l'expérience, en fait. Parce qu'à chaque fois, ce qui se passait, c'était qu'ils disaient pas ce qu'ils ressentaient. Donc il y avait des non-dits, il y avait... ou alors ils en parlaient entre eux, mais ils nous en parlaient pas à nous. Et sauf que nous, on ressentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça se montrait de toute façon voilà, dans leur comportement. Mais il fallait toujours que ça en arrive en fait à un point un peu de rupture où il faut organiser voilà, une sorte de réunion et puis les forcer en fait à cracher le morceau pour que ça vienne quoi. Et là on découvre que voilà, certains pensent que ça devrait être plus fait comme ça, d'autres pensent que ça devrait plus être fait comme ça. Donc encore une fois, à chaque fois c'était l'occasion d'apprendre aussi de nouvelles choses et de nous améliorer. Le projet en fait ça a fait que ça tout le temps. En ça c'était une expérience super riche en fait. Vraiment sans cesse c'était que ça. On n'a pas arrêté de faire évoluer le projet, d'apprendre aussi ce que c'est que de gérer des volontaires. Personne ne l'avait fait, moi j'avais jamais fait ça avant. La famille non plus. Donc en fait, on a vraiment appris par l'expérience et on a découvert aussi ce qui était vraiment la résilience. Comment est-ce que tu rebondis quand justement tu arrives à un point limite catastrophique où les volontaires n'ont plus envie de rester chez toi et là tu fais ok, là il y a des choses à prendre, il y a des choses à pas prendre, comment est-ce qu'on rebondit, comment est-ce qu'on peut s'améliorer par rapport à ça. Moi c'était sans cesse en fait mon souci tout au long de mon expérience là-bas. C'est ce que je voulais à tout prix accomplir en fait comme mission. C'était ça, c'était comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience des volontaires. Et dès que je remarquais qu'il y avait quelque chose qui coinçait ou qui était pas fluide, je cherchais comment est-ce qu'on peut contourner ça, comment est-ce qu'on peut le transformer, comment est-ce qu'on peut penser les choses différemment. Et donc sans cesse en fait on essayait de nouvelles organisations, de nouvelles techniques, même dans le travail lui-même d'ailleurs. Par exemple pour la construction des maisons, on a fait comme je vous avais raconté dans le premier épisode, on a fait suivant la technique d'un volontaire qui lui nous a transmis cette technique-là. Mais plusieurs mois plus tard, quand il y a eu d'autres volontaires qui sont venus avec d'autres expériences, on a découvert que finalement une autre technique était bien plus efficace. Moi par rapport au compost, quand je suis allée dans une autre ferme, quand j'étais au Laos, quand je suis revenue, j'ai mis en place cette technique-là parce que je l'ai trouvée vachement intéressante. Enfin voilà en fait, la richesse pour moi d'un projet comme celui-là, la richesse d'une communauté, c'est d'avoir justement toute cette effusion d'idées, d'expériences, de connaissances. Et la clé en fait, le trésor, c'est de réussir à en tirer le plus de profit possible. Comment est-ce que vraiment on peut tirer le meilleur de chacun pour rendre le projet meilleur. Donc voilà, j'avais après organisé, je sais plus, je crois que c'était tous les lundis, on avait
1 heure pendant laquelle voilà, on était juste à l'écoute et les volontaires pouvaient nous faire tous leurs retours. Moi je notais tout sur une feuille et ensuite on débriefait entre nous, savoir justement voilà, ça effectivement c'est pas la première fois qu'on nous le dit, comment est-ce qu'on peut régler ça. Ça, bon ok, ça c'est leur point de vue, c'est un peu subjectif, on va voir s'il y a d'autres personnes qui nous font la même remarque, mais a priori on trouve pas ça forcément intéressant, on va dire, enfin on voit pas comment on peut changer ça en fait. Ou alors voilà, il y a certaines personnes qui proposaient des idées et nous on disait ok c'est peut-être une idée intéressante mais on se sent pas en accord avec ça, donc non, on va la mettre de côté. Et franchement ça a plutôt bien marché. J'étais très contente aussi d'avoir mis ça en place. Finalement, ce que je me suis rendu compte avec le recul, c'est que j'ai même été parfois un peu trop contrôlante. Je pense que réellement, si on fait participer tout le monde, et j'ai eu l'impression aussi sur les derniers moments, quand on laissait plus d'espace aux volontaires pour s'exprimer, que plus on leur laissait justement de l'espace et plus on les laissait prendre part au projet, meilleure était leur expérience. Et tout comme fait, ça a été aussi mon cas, puisque c'est ça aussi que j'avais beaucoup aimé tout au début, quand j'étais volontaire court terme, entre guillemets. C'était le fait qu'on puisse proposer des idées, que la famille nous fasse confiance, que on soit libre un peu de faire les activités qui nous intéressent et tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis peut-être, je reconnais aussi voilà mes torts, je suis peut-être tombée dans l'organisation un peu trop extrême. J'ai organisé les choses, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait une limite à ne pas dépasser en fait entre la liberté au niveau de l'organisation et en même temps avoir une certaine structure pour que voilà, les choses se passent de manière fluide et simple au quotidien, quoi. Mais c'est pas évident, honnêtement. De toute manière, quand on gère l'humain, c'est assez compliqué puisqu'il n'y a pas une personne qui fait pareil, il n'y a pas une personne qui va prendre les choses comme une autre. La preuve, de toute manière, vraiment chaque semaine c'était une aventure différente puisque chaque semaine on avait des nouveaux volontaires qui arrivaient et à chaque personne qui partait ou arrivait dans le groupe, ça changeait complètement l'énergie du groupe. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné en fait là-dedans. C'est parce que en 9 mois, je peux vous dire que j'en ai vu défiler du coup et vraiment, il y a une personne qui part, groupe totalement différent. Il y a une personne qui arrive, groupe totalement différent. Des fois, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce que hier, la personne n'était pas là, c'était comme ça, et aujourd'hui, rien à voir. Enfin, c'est magique, en fait. C'est fou. Mais du coup, ça rend vraiment pas les choses faciles à gérer parce que c'est tout le temps du sable mouvant. On sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, faut vraiment être flexible et savoir s'adapter, quoi. Après, voilà. Pour ce qui est de mon expérience, du coup, personnelle, par rapport à tout ça, pour faire une sorte de bilan aussi de mon expérience en tant que volontaire long terme à Nakupenda, évidemment, ça a été une expérience qui a transformé ma vie, tout simplement. Ces gens-là, ils m'ont tout donné, ils m'ont tout offert, ils m'ont accueilli comme l'une des leurs, ils m'ont plongé dans la culture cambodgienne. Singhi et Signa, elles m'ont accompagnée vraiment, elles m'ont tenue par la main, elles m'ont appris. Elles ont été juste comme des sœurs, en fait, incroyables pour moi. Et je leur serai toujours éternellement reconnaissante pour ça. Denis aussi, Denis et Singhi, voilà, qui dès le début n'ont pas hésité à me faire confiance, à me donner des responsabilités, qui m'ont laissé, voilà, prendre part à leur projet et y donner aussi ma petite touche en me laissant libre cours aussi, voilà, d'organiser des cercles de parole où toutes les idées en fait que j'avais, ils étaient prêts à les entendre et à les intégrer au projet, donc c'était super chouette aussi, voilà, de pouvoir contribuer à ce point-là au projet. Ma relation avec Signa a pas arrêté aussi d'évoluer puisque au début, comme je vous avais dit dans la première partie, elle était assez distante et puis finalement, voilà, on avait réussi à se connecter et en fait, malheureusement, je trouve que sur la fin, on s'est rééloigné. Il y a eu un manque de communication en fait entre nous. Le truc c'est que en fait finalement on est tellement similaires que on a les mêmes problèmes de communication, on va dire. Elle, quand ça allait pas, elle n'osait pas forcément me dire les choses. Et puis je sais pas, moi en même temps comme je savais que elle était un petit peu sensible, je n'osais pas trop lui dire aussi certaines choses et on marchait toutes les deux sur des œufs en fait et c'était délicat quoi. Il y a eu vraiment des incompréhensions ou bien moi j'avais une vision des choses et puis elle une différente et donc voilà, après quand il fallait trancher c'était pas évident de trancher quoi parce que du coup on était toutes les deux et c'est vrai que ça a été aussi cette bataille on va dire
dire, entre ma vision, sa vision, mon expérience d'européenne aussi, puis elle, son expérience locale. Voilà, je pense par exemple au rapport aux animaux, ça a été un grand débat qui est revenu plusieurs fois. Moi, je suis une amoureuse inconditionnelle des animaux. Et donc sur la fin, voilà, on avait avec d'autres volontaires, d'ailleurs c'était même pas une idée qui était venue de moi, hein. On achetait du poisson exprès pour eux, et on le faisait cuire, et on leur préparait et tout ça. Et puis Signal, ce qu'elle voyait, c'était que on achetait du poisson, on investissait du coup de l'argent là-dedans, alors que il y a des gens dans les villages ou dans le Cambodge qui n'ont même pas de quoi se payer à manger en fait. Et donc ça, elle avait du mal en fait à comprendre pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant de nourrir des animaux, sachant qu'il y a des humains qui meurent de faim, quoi. Effectivement, moi, je comprenais aussi son point de vue, et donc j'étais là, comment t'expliquer, enfin, je sais pas, effectivement, t'as raison, et là, c'était, personne n'a tort ou raison, de toute façon, c'est juste deux visions des choses très différentes, en fait. Et donc, je sentais bien que, voilà, moi, quand je portais plus d'attention aux animaux, je savais qu'elle était pas forcément en accord avec ça, elle avait du mal à comprendre, et finalement, voilà, toutes ces choses-là, ça a creusé un écart, en fait, entre nous, qui a fait que sur la fin, on se parlait plus trop, quoi. On était assez distantes l'une de l'autre. Et j'ai trouvé ça très dommage. Et même aujourd'hui, je regrette un peu, en fait, qu'on n'ait pas réussi à mieux communiquer et à s'entendre mieux, finalement, parce qu'on a aussi passé de super moments et j'ai des souvenirs incroyables qui me font encore mourir de rire aujourd'hui. Avec Signa, elle est vraiment extraordinaire comme femme. Et je l'apprécie beaucoup. Ouais, c'est juste que, voilà, des fois... je me sentais aussi un peu seule pour gérer les choses. Comme j'ai dit, c'était souvent à moi aussi de faire un peu la police et il y avait des moments où en fait c'était lourd quoi, de porter ce poids-là. Je l'ai accepté, personne m'a forcé à faire ça, hein. Mais c'est sûr que j'aurais aimé honnêtement qu'il y ait quelqu'un d'autre pour gérer ça aussi avec moi. Il y a vraiment eu des moments où j'ai failli craquer en fait. Et il y a eu une journée notamment, par exemple, où je me sentais pas bien. Voilà, je me sentais un peu malade et donc je suis montée dans mon lit, m'allonger un petit peu, et en fait à un moment je me suis dit oh là là, il va être 5 heures, c'est l'heure où il faut arroser, et sauf que là je suis sûre que si je descends pas leur dire qu'il faut arroser, personne va leur dire et ce sera pas fait. Et en fait quand j'ai pensé ça, je me suis dit ouais là il y a un problème quand même. Moi je me mets la pression toute seule, eux sont pas responsables, Signa est un petit peu absente, il y a un problème quoi. À ce moment-là je me suis dit non, cette fois-ci je prends soin de moi, tant pis, si c'est pas arrosé ce sera pas arrosé, mais là tout de suite j'ai pas envie de me pousser plus que je l'ai déjà fait. Je prends soin de moi d'abord et ensuite je leur parlerai demain. Ce que j'avais fait d'ailleurs. Et c'est pour ça après que j'avais insisté pour qu'ils soient plus autonomes en fait. Pour que ce soit aussi moins lourd, voilà, pour moi finalement. Ensuite, le projet en lui-même m'a énormément marqué dans le sens où finalement j'ai découvert ce qui était vraiment pour moi le paradis en fait, on va dire. En tout cas, le cadre de vie idéal que je voudrais avoir. Parce que ça en était très très proche en fait. Ce mode de vie très basique, très simple, où c'est vraiment un retour à l'essentiel, où on est entouré de nature, on fait pousser son potager, on construit sa maison, on vit en communauté, on s'aide les uns les autres, on apprend les uns les autres. Après, le fait aussi qu'il n'y ait justement pas de Wi-Fi, mais qu'on ait des données mobiles, si on le souhaitait, mais que ce soit quand même, justement, qu'il y ait cette obligation d'aller à l'étage. Enfin, c'est pas une obligation, c'est juste que, de toute façon, si on restait au rez-de-chaussée, on captait quasiment rien. Mais d'avoir cette déconnexion un peu forcée, on va dire, par rapport à Internet. Là-bas, voilà, aussi, on n'autorisait pas tout ce qui était alcool et drogue. La cigarette était autorisée, mais bon, on n'encourageait pas non plus, évidemment. Le fait d'être entouré d'animaux, et notamment d'animaux sauvages aussi. Oh là là, le bruit des animaux le soir, qu'est-ce que ça me manque, ça. Là, en ce moment, j'ai une amie qui est en Guadeloupe, et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'entends sur ces vidéos le son des animaux, là, comme je vous avais dit d'ailleurs pendant mon récit au Vietnam, hein, je sais pas, ça me fait un truc, ça. Ce son-là, c'est magique. Juste, ces moments-là, que ce soit autour du feu, à regarder les étoiles et la lune, ou bien juste, il y a des soirs où, avant d'aller me coucher, je m'asseyais sur les marches qui étaient à l'entrée de la maison pour aller à l'étage, avec les chiens autour de moi et juste à observer comme ça les étoiles. C'était juste des moments hors du temps, magiques, que j'oublierai jamais. Voilà, on n'avait pas non plus de frigo, de machine à laver, de four, de confort moderne en fait. Et malgré tout, pour moi c'était idéal quoi. Ce mode de vie aussi autonome où on avait l'électricité des panneaux solaires, on avait l'eau de la pluie. Voilà, toutes ces choses-là en fait m'ont vraiment touché en plein cœur et ça a vibré
en moi profondément. Et maintenant, voilà, mon projet de vie, c'est de créer un lieu comme celui-ci, parce que je sais que c'est là où je me sens bien en fait. C'est ce qui me rend profondément heureuse. Voilà, la preuve, j'y suis restée 9 mois volontairement. J'ai jamais perçu aucun salaire, j'ai rarement eu l'impression de travailler. Et ça, pour moi, c'est juste des indices énormes qui me disent Julie, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Et puis même, d'ailleurs, de toute manière, quand je tire le fil d'Ariane avec d'autres expériences, ça fait écho au fait que, voilà, cette idée de créer un centre, une communauté, etc., c'est important pour moi et c'est la direction que je veux prendre. Bon, eh bien, je pense avoir fait le tour de mon expérience à Nakupenda. Je vous remercie encore sincèrement de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci aussi de votre patience pour ce nouvel épisode. J'ai mis quelques semaines pour l'enregistrer parce qu'en ce moment, je travaille dur et donc j'étais très fatiguée pour voilà, prendre le temps d'enregistrer et ensuite de pouvoir éditer l'audio avant de vous le mettre en ligne. Donc merci, merci, merci. Et le mot de la fin, c'est tout simplement Nakupenda, qui veut dire je t'aime en swahili. Prenez soin de vous, à bientôt.